Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. J'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas fait de podcast. C'est parce qu'en fait, les derniers que j'ai publiés, c'était en début de semaine passée. Et en plus, c'était une conversation avec mon pote Arthur. Donc j'ai pas activement enregistré un podcast tout seul. Du coup, voilà, je me relance dans l'exercice depuis un bout de temps. Mais quoi qu'il en soit, je suis très content de faire cet épisode. Déjà, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre que j'ai terminé. Alors, ça va être un livre où je vais aussi dériver sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai vécu par rapport à ce livre, mes avis, mes commentaires. Ce livre, c'est The One Thing. J'ai oublié de qui, par contre. Je vais le googler tout de suite. Il s'agit de Gary Keller. J'ai voulu lire ce livre. Oh là là là. J'ai voulu lire ce livre après une recommandation que j'avais vue en ligne d'un influenceur. Je me suis fait influencer à lire ce livre. Et puis j'ai lu un peu des revues, des avis mitigés sur le livre. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on va tester et tout. Et franchement, je recommande de le lire. Il n'est pas révolutionnaire, mais je pense qu'il y a 2-3 idées que chacun peut prendre dans sa vie et qui vont être intéressantes à implémenter. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mes notes là, j'ai créé 5 concepts clés du livre que je veux présenter dans l'ordre. Et puis voilà, donc pour chacune, je vais expliquer un peu, donner mes commentaires. Et voilà, donc c'est parti. Donc déjà, juste un petit préambule. Donc The One Thing, c'est un livre qui est basé sur le concept que il y a une question qui résume tout ce qu'on va faire dans la vie. C'est qu'est-ce que je peux faire maintenant de telle manière que ça rendra tout le reste pas nécessaire ou plus facile. Donc en gros, ce que l'auteur met en avant, c'est qu'avec cette question-là que tu te poses à tout instant de ta vie et sur toutes les échelles du temps, ça va te permettre de prioriser ta vie et puis savoir dans quelle direction prendre ta vie, tu vois. Et c'est un concept assez intéressant. En gros, je suis assez d'accord qu'en gros, il faut se poser les bonnes questions et qu'il faut trouver une manière de prioriser les choses, que ce soit professionnel ou pas, ou que ce soit dans le privé, que ce soit dans les 10 minutes qui suivent ou dans les 10 ans qui suivent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais bref, là, c'était juste le petit préambule du livre. Donc les 5 concepts clés, on va commencer avec le premier. Et le premier concept clé, c'est que pas toutes les choses sont importantes de la même manière. Ce que l'auteur explique, c'est que le problème, c'est qu'on met un peu toutes les tâches sur le même pied. C'est-à-dire que par exemple, sortir la poubelle, c'est une tâche tout aussi importante dans notre tête, mais pas que. C'est une tâche tout aussi importante dans notre tête que travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Et ça, c'est un problème parce que ça prend de la place et ça prend de l'énergie. En plus de ça, l'auteur, il parle de la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle est très connue maintenant depuis quelques années, je dirais. Je pense qu'elle est un peu... elle est devenue un peu virale, en tout cas, moi, je trouve, mais juste là, je la réexplique rapidement. Donc, en gros, la loi de Pareto, elle explique que 20% des efforts fournissent 80% des résultats. Et inversement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, si tu as 10 clients, théoriquement, selon cette théorie, il y a une petite partie de tes clients qui te rapportent la majorité de tes revenus. Et en fait, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, que ça a été démontré moult fois, que c'est un principe bien réel. En gros, du coup, l'auteur, ce qu'il veut expliquer avec la loi de Pareto, c'est que il faut te concentrer sur trouver ce qui te fournit le plus de résultats, et puis te poser la question si ça vaut la peine si ça vaudrait pas la peine de jarter, de te débarrasser de toutes les autres activités qui ne donnent pas, qui donnent que 20% des résultats. J'espère que c'était clair. Il y a une autre chose que j'ai trouvé très très intéressant sur cet aspect-là, c'est qu'il dit que quand on essaie d'être productif, ou quand on est productif, on a une liste des choses à faire, une liste des to-do, comme on dit. Ça m'a beaucoup parlé parce que moi j'ai des to-do. Et ce qu'il explique, le problème avec les to-do, c'est que si c'est mal fait, tu te retrouves rapidement avec des tâches qui sont moins importantes, mais qui sont écrites sur la même liste que d'autres tâches très importantes. Par exemple, comme j'ai dit, sortir la poubelle, ça peut se retrouver sur la même liste de to-do que travailler sur un projet qui nous importe ou, je sais pas moi, donner à manger au chien, ce qui en soi est plus important que sortir la poubelle.
Et donc, il explique que ça, c'est un problème et qu'il faut trouver un meilleur système pour ça. Je sais plus exactement s'il donne un meilleur système, parce que je crois que le but qu'il voulait juste communiquer, c'était que, comme j'ai dit, pas toutes les choses sont importantes de la même manière. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que, comme j'ai dit, si une to-do est bien faite, elle va pas être problématique. Moi, j'utilise Microsoft To Do, et puis en fait, là, tu peux faire différentes listes de to-do. Par exemple, j'ai une liste pour les études, j'ai une liste pour le personnel, et du coup, je classe tout et je sais ce qui est vraiment important parce que j'ai une liste qui s'appelle important. Donc voilà, intéressant, mais je suis pas forcément totalement d'accord. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose de manière générale dans tout le livre. J'étais pas forcément d'accord sur pas mal de choses. Le deuxième principe, c'est que le multitâche est un mensonge. Donc ça, c'est un truc aussi que j'ai l'impression d'avoir entendu un peu partout. Mais en gros, ce que l'auteur explique, c'est que quand tu fais deux choses à la fois, en fait, tu seras médiocre dans les deux. Et donc, si tu te concentres sur une chose, tu seras bonne dans une chose. Enfin, tu seras bon, pardon, dans une chose. Mais là, alors, je suis pas d'accord. J'expliquerai plus tard quand j'aurai fini de traiter tous les points de cette partie 2, enfin de ce deuxième passage clé du livre. Donc, l'auteur, il met l'accent sur le fait de faire une chose à fond. Et bon, c'est une manière de penser. Un autre truc qu'il dit intéressant, c'est que apparemment, selon une étude, quelqu'un qui travaille est interrompu toutes les 11 minutes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup parce que sur une journée de 8 heures de travail, ça fait beaucoup d'interruptions. Et je pense que, pour avoir travaillé dans différentes entreprises, dans différents contextes, je pense que c'est plus ou moins vrai, voire plus souvent. Donc très intéressant. Et il présente un concept sur une manière de travailler dans les entreprises pour être plus productif. Il explique qu'en gros, les managers, c'est pas un problème qui soit interrompu, c'est moins un problème parce qu'ils ne font pas le travail pur et dur qui va être livré au client. Le manager, il prend les décisions et il les applique et il s'assure que les équipes sont coordonnées, etc. Si son travail est interrompu, c'est moins grave que celui qui fait qui est tout en bas de l'échelle finalement. Donc il y a des entreprises qui s'organisent avec un nouveau système et en gros, c'est les travailleurs qui décident de l'heure des meetings. C'est-à-dire que les travailleurs ont des horaires qui sont bloqués où personne ne les interrompt. Genre le téléphone est coupé, les mails sont coupés et c'est genre plusieurs heures où ils travaillent de manière ininterrompue. Et les meetings sont que en fin de journée et c'est les managers qui doivent s'arranger pour prendre rendez-vous avec les travailleurs. Alors je trouve ça intéressant de renverser un peu la hiérarchie. Et si c'est plus productif, franchement, pourquoi pas. Par contre, l'auteur, il reconnaît quand même que c'est dur de nos jours Enfin, dans le sens, il reconnaît que parfois c'est inévitable de faire du multitâche. Parce que c'est juste une réalité d'aujourd'hui que tu dois gérer plusieurs choses en même temps. Et donc, lui, il présente un aspect clé de ce livre, c'est la notion de time block. C'est vraiment, il en parle très très souvent et j'ai compris pourquoi. Il parle du time block et il explique en gros tous les jours, tu es censé bloquer plusieurs heures pour travailler sur ce qui t'importe vraiment, que ce soit à l'échelle personnelle ou professionnelle. Pour ça, pour appuyer l'exemple, il donne le cas. On dit souvent que pour être expert dans un domaine, il faut y travailler 10 000 heures. 10 000 heures, c'est le temps qu'il faut pour devenir maître d'un certain domaine. Et en gros, 10 000 heures, ça correspond à 10 ans de travail, 4 heures par jour, il me semble. Et donc, il explique que c'est ces 4 heures par jour qu'il faudrait bloquer sans interruption, isoler toute distraction, où personne ne peut t'embêter, où personne ne peut mettre un rendez-vous à la place, où c'est sacré. Et c'est là-dessus que tu vas travailler sur ce fameux projet qui t'importe tant. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La limite de ce point, c'est-à-dire le point, donc je le rappelle, c'est le multitâche est un mensonge. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai parce que l'humain n'est pas fait pour faire du multitâche. Par exemple, être au téléphone en voiture, même en Bluetooth, je pense que c'est trop. Je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Ça nous distrait déjà trop. Par contre, je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait et qu'on peut faire en même temps. Et là, comme ça, j'ai pas d'exemple.
mais je pense même que de toute façon c'est une nécessité de faire plusieurs choses en même temps. Euh, et c'est comme ça. Par exemple, téléphone en Bluetooth au volant, je dirais pas que c'est une nécessité, mais en fait dans un exemple que je chercherais, eh bien ça serait une nécessité et c'est un risque qu'on doit accepter de prendre. Euh, j'ai pas d'exemple, mais si je le trouve, j'arrêterai le point suivant pour en parler. Donc ça c'était le point 2 et c'est le multitâche est un mensonge. Pour le point numéro 3. Donc dans le point numéro 3, il explique que la discipline, elle est issue des habitudes. Donc il fait un peu une critique de la discipline. Il critique un peu les gourous sur internet et de manière générale qui sont là, oui, tout est une question de discipline, une volonté, avec une volonté de faire et tout, on fait les choses. Et il explique qu'en gros, la discipline, c'est ce qui te fait commencer et c'est ce qui te fait continuer pendant un petit moment. Mais après, c'est l'habitude qui va rentrer en jeu. Par exemple, te brosser les dents tous les soirs, tu le fais pas par discipline, tu le fais par habitude, selon l'auteur. Et donc il dit que le but c'est tenir 66 jours, qui est le nombre, on dit, apparemment scientifique pour créer une habitude. Et qu'une fois que tu as tenu cette discipline pendant les 66 jours, ça bougera plus. C'est ce point, moi je suis pas trop d'accord parce que, par exemple, se brosser les dents, moi je trouve que c'est toujours une discipline. Enfin oui, c'est une habitude ancrée, mais pour moi il y a toujours une discipline. Et puis je pense que c'est faux de faire, comment dire. Parce que lui c'est une assez grosse critique de la discipline en disant que c'était un peu un concept qu'on appelait l'habitude à tort la discipline. Sauf qu'en réalité, je ne suis pas d'accord. Je pense que tout est discipline et que les habitudes, en réalité, il y en a très très peu et que la plupart tiennent par discipline. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais quoi qu'il en soit, c'était quand même assez intéressant et j'ai rien d'autre de spécial à rajouter sur ce point. Moi, je débattrais un peu sur les 66 jours qu'il faut pour créer une habitude. Je pense que 70 jours, c'est très peu. Je pense que ça tient 66 jours si c'est une petite habitude qui est relativement agréable. Je pense que tu prends quelqu'un qui fait un entraînement, qui va à la muscu pendant 66 jours, si tu lui donnes pas de nouvel objectif ou d'autres obligations, il n'y retournera plus si ça lui plaît pas. Ça, c'est mon avis. Et je pense que c'est une réalité. Voilà. Mais je pense bien qu'il y a d'autres habitudes qui prennent 66 jours. Point numéro 4, c'est la volonté de faire est une ressource limitée. Ça, j'ai trouvé très intéressant, mais je ne suis de nouveau pas très d'accord. Lui, il explique qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent sur la volonté de faire les choses. Autrement dit, un peu la motivation. Lui, il a utilisé le terme willpower, ça veut dire la puissance de la volonté. Qui est un mot qui n'existe pas en français du coup, mais du coup je l'ai traduit par la volonté de faire. Il explique que c'est une ressource limitée et que si tu te reposes que sur cette ressource pour le succès, c'est se préparer à l'échec. Parce que justement, il faut après se reposer sur la discipline puis l'habitude. Et donc, il explique en gros il y a très peu de gens au final qui sont contents de se lever le matin. Qui est vraiment content de se lever le matin? Même quelqu'un qui adore son travail, quand tu te réveilles c'est toujours désagréable et c'est toujours un effort. Et que donc si tu te reposes que sur cette ressource limitée qui s'épuise au cours de ta journée, en fait tu vas échouer. Et donc il explique que puisque c'est une ressource limitée au cours de la journée, tu dois mettre les activités clés qui vont te demander beaucoup de cette ressource en premier. Par exemple, si vider le lave-vaisselle, ça te prend de la volonté, tu devrais pas commencer par ça, mais tu devrais plutôt commencer par justement ton projet personnel et tout qui te demande un peu plus d'effort. Mais là, je suis pas d'accord. Parce que, par exemple, moi, j'ai besoin de vider le lave-vaisselle d'abord pour me dire, j'ai fini toutes mes autres tâches. Et maintenant, je peux avoir l'esprit totalement 100% dédié à ce que je veux. Et j'aurai pas de distraction de me dire, ah mince, il faut que je fasse ça et tout. Surtout quand les autres comptent sur moi pour faire quelque chose. Parce que si je vis pas tout seul et que je dois vider le lave-vaisselle, j'ai pas envie qu'on se dise il va sûrement oublier ou c'est 8 heures, il l'a toujours pas fait et tout.
Je préfère me vider l'esprit en faisant les choses. Le dernier point clé de ce livre, c'est l'importance de viser gros et bien. J'aimerais juste lire du coup une citation. Je cite: « Je commençais vraiment à penser que le secret de la réussite consistait à être aussi tendu que possible chaque matin, à m'enflammer, puis à ouvrir la porte et à voler tout au long de la journée en se défoulant sur le monde jusqu'à ce que je sois littéralement épuisé. Et qu'est-ce que tout cela m'a apporté? Ça m'a apporté le succès et ça m'a rendu malade. Finalement, ça m'a rendu malade du succès. » Je trouve ça très intéressant et très beau. En gros, lui, il met en avant que, bah oui, tu peux bourriner comme un gros porc, travailler, faire du sale, et finalement, bah, tu vas avoir du succès, mais à quel prix? Ça va te coûter la santé mentale, la santé physique, et puis bah, tu vas être malheureux. Et donc lui, il veut qu'on cherche le succès de manière un peu plus consciente et qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on veut, notamment avec la question que j'ai mentionnée au début, the one thing. Donc cette fameuse question de qu'est-ce que je peux faire maintenant de telle manière que tout le reste soit pas nécessaire ou inutile. Et donc je trouvais ça intéressant, c'était bien formulé, c'était une bonne leçon. Et il explique encore, je fais une deuxième citation, il dit: « Le succès se résume à être approprié dans les moments de votre vie. Si vous pouvez honnêtement dire c'est ici que je dois être en ce moment en faisant exactement ce que je fais, alors toutes les possibilités étonnantes pour votre vie deviennent possibles. » Je trouve ça fort, je trouve ça intéressant. C'est un peu du blabla parce que c'est un peu un message que j'ai entendu souvent, mais je pense que si c'est un des premiers livres un peu d'organisation et de gestion de temps que tu lis, c'est un bon message. Parce que c'est réel en fait. On cherche trop à viser le succès sans trop comprendre le coût qu'il y a derrière. Et c'est un bon rappel pour tout le monde, notamment pour moi. Donc mon avis sur ce livre, franchement, sur 10, je lui mets un 7 sur 8. Parce qu'il y a vraiment eu des insights, comme disent les Américains, intéressants qui m'ont permis de remettre en question quelque chose, au pluriel, hein, quelque chose dans ma gestion du temps, dans ma manière de viser le succès. Et donc pour ça, c'était vraiment cool. Là où j'ai un peu moins aimé, c'est que j'ai trouvé que souvent il y a un peu de blabla qui servent à rien, mais j'ai envie de dire c'est un peu tous les livres. Et puis dernière chose que j'ai pas aimé, c'est pas mal de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Mais ça fait du bien finalement de lire des choses avec lesquelles tu n'es pas 100% d'accord. Ça crée de la réflexion et puis ça veut dire que tu t'écartes un peu de ce que tu lis d'habitude. Et au final, si tu lis toujours les choses avec lesquelles tu es d'accord, tu vas jamais évoluer, tu vas jamais grandir. Donc c'est vraiment cool qu'il y ait des avis différents et que ce soit une doctrine un peu différente. Donc voilà, moi je pense que le plus gros désaccord que j'ai eu, c'était sur l'aspect de la discipline. Pour moi, la discipline, c'est un élément clé qui s'entraîne, certes, mais c'est un élément clé et c'est faux. Une habitude, c'est quelque chose que tu ne fais même plus exprès. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait encore exprès, mais qu'on appellerait habitude, mais qu'on fait encore exprès. Par exemple, se brosser les dents, pour moi, c'est un exemple évident. C'est une habitude, très clairement, j'y pense tous les soirs, mais je vais consciemment dans ma salle de bain et j'ai toujours, je dirais pas la flemme, mais j'ai une once de résistance. En fait, c'est ça, j'ai une once de résistance à me brosser les dents et je le fais plusieurs fois par jour, il n'y a aucun problème, mais j'ai cette once de résistance qui me fait dire que, au final, c'est toujours de la discipline. Donc voilà, podcast assez court aujourd'hui, franchement 20 minutes, mais ça me plaît aussi d'avoir des formats un peu plus courts. Je pense que c'est sympa aussi. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté. J'espère que c'était un minimum intéressant. Et puis, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.